Depuis toujours, on pense que les murs de la maison protègent, qu'ils offrent un refuge, un répit, mais parfois, c'est justement entre ces murs que naît la terreur. Dans cet épisode de Cruauté en face, nous plongeons dans une histoire où l'intimité s'est transformée en prison. Une relation étouffante, un engrenage de contrôle, de violence et de silence. Ce que vous allez découvrir aujourd'hui n'est pas un simple drame conjugal. C'est une descente lente, minutieuse vers l'annihilation d'une femme. Pas d'explosion soudaine, juste une série de gestes, de regards, jusqu'à l'impensable. Abonnez-vous, activez la cloche, laissez un like et un commentaire, parce que certaines histoires ne doivent plus rester dans l'ombre. Je suis Genéza. Et aujourd'hui, je vous invite à plonger dans un quotidien devenu cauchemar. Préparez-vous, car parfois, le danger ne frappe pas à la porte. Il dort déjà dans le lit d'à côté. Jill Catherine Russell a vu le jour le 9 mars 1957 à Tonawanda, une petite ville du comté d'Erie, dans l'État de New York. Elle était la fille de Frederick Russell, que tout le monde appelait simplement Fred, et de Joanne Everwin. Jill avait 2 frères et sœurs, David et Deborah, surnommés affectueusement Debbie, sa confidente, sa meilleure amie, sa moitié. Dès l'enfance, Jill a montré qu'elle n'était pas comme les autres, un esprit libre, sauvage, une artiste dans l'âme, amoureuse de la nature, passionnée d'aventure. Ceux qui l'ont connue gardent en mémoire une femme solaire, avec une énergie débordante, et ce magnétisme étrange qui attirait naturellement tout le monde autour d'elle. Elle a fait ses études secondaires à Tonawanda, où elle a été diplômée en 1975, avant d'entrer à l'école technique et agricole de l'État, qu'elle a quittée avec son diplôme en poche en 1977. À seulement 20 ans, elle s'est inscrite à l'université de l'État de Plattsburgh, mais au bout d'un moment, elle a préféré tout lâcher. Jill a choisi de vivre intensément, sans chaîne, sans compromis. Tandis que ses amis construisaient leur avenir, un à un, elle poursuivait son chemin, libre et imprévisible. Elle a failli se marier, un jour. Elle était à 2 doigts de s'engager. Mais non, le destin, ou peut-être elle-même, a mis un terme à cette histoire avant qu'elle ne devienne officielle. Mais après cette première déception sentimentale, Jill s'est sentie prête à construire, à fonder, enfin, sa propre famille. Elle rêvait de rencontrer un homme bon, avec qui elle pourrait avoir des enfants, et vieillir doucement, main dans la main. C'est à ce moment-là que son chemin a croisé celui de James Francis Cahill III. Mais tout le monde l'appelait Jeff. Alors, pour la suite, on va faire comme eux. On l'appellera Jeff. Entre eux, ça a été électrique dès les premières secondes. Un vrai coup de foudre. Ils ont rapidement commencé à sortir ensemble. Jeff avait tout pour plaire. Intelligent, cultivé, plutôt bel homme, et cerise sur le gâteau, il partageait plusieurs passions avec Jill. L'alchimie était évidente, mais, parce qu'il y a toujours un « mais », il y avait la mère de Jeff, Patricia Cahill, et Patricia n'était pas une belle-mère comme les autres. Fanatique religieuse au dernier degré, une catholique à la limite de l'obsession, elle exigeait que Jeff et son frère Mark assistent à la messe tous les jours. Oui, tous les jours. Et ce, malgré le fait qu'ils étaient déjà des hommes adultes. Autant dire qu'elle n'a jamais vu la relation avec Jill d'un bon œil. Mais Jill, dans toute sa naïveté amoureuse, a cru que ce ne serait pas un vrai problème. Elle pensait que leur amour serait plus fort que les sermons dominicaux.
Alors elle a ignoré les regards en coin, les silences lourds, et a choisi Jeff. Quelques mois plus tard, leur vie a pris un tournant inattendu. Jill a découvert qu'elle était enceinte, contre l'avis de Patricia, qui, très clairement, n'était toujours pas fan de Jill. Les deux amoureux ont décidé de se marier, un mariage qui n'a pas fait l'unanimité. Les parents de Jill, ses amis, même certains collègues, tous voyaient clair dans le jeu de Jeff. Pour eux, cet homme était une menace, instable, imprévisible. Ils l'ont dit à Jill. Suppliez même, prends ton temps, réfléchis, tu ne le connais pas vraiment. Mais Jill ne voulait rien entendre. À ses yeux, Jeff était parfait. Son prince charmant. Celui qui l'aimait, qui la faisait rire, qui l'avait séduite dès le premier regard. Alors, malgré les avertissements, malgré les doutes, ils se sont mariés. Et une nouvelle vie a commencé. Ils ont emménagé dans une petite maison tranquille, entourée d'un grand jardin, à Skaneateles, dans le comté d'Onondaga, dans l'État de New York, le genre d'endroit où tout semble paisible, où rien de terrible ne peut arriver. Et en 1988, Jill a donné naissance à leur premier enfant, un petit garçon prénommé Timothy, qu'ils appelaient tendrement Tim. Jill, l'artiste bohème, la femme libre, qui ne s'était jamais vraiment projetée avec un bébé dans les bras, est devenue une mère dévouée, attentive, amoureuse. Et comme le bonheur ne vient jamais seul, moins de 2 ans plus tard, un nouveau sourire est venu illuminer leur foyer. Mary Catherine, leur petite fille. Pendant des années, Jill s'est consacrée entièrement à ses enfants. Halloween, elle leur cousait des costumes maison. L'hiver, elle sculptait des bonhommes de neige avec eux. Les anniversaires, gâteaux faits maison, toujours. Même un bassin de poisson-koi a été installé dans leur jardin, juste pour faire briller les yeux de Tim et Mary. Deborah, la sœur de Jill, avait elle aussi 2 enfants du même âge. Alors, les cousins passaient beaucoup de temps ensemble, comme des frères et sœurs inséparables. Jill, dans sa joie, avait voulu avoir d'autres enfants. Mais ces 2 grossesses avaient laissé des traces sur son corps. Des séquelles assez sérieuses pour que les médecins lui interdisent de retomber enceinte. Ça a été un coup dur, une douleur qu'elle n'a jamais vraiment dite à voix haute. Mais elle ne s'est pas effondrée pour autant. Elle a continué à donner tout son amour à ses 2 petits, comme si elle en avait 10. Et puis, les années ont passé. Tim et Mary ont grandi. Jill a commencé à retrouver un peu de temps pour elle, un peu d'air, un peu de silence. Alors, elle a ressorti ses gants de jardin et a replongé dans une de ses passions les plus simples, mais les plus apaisantes, la jardinerie, le paysagisme, créer la beauté, planter la vie, comme une respiration. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au fond de cette tranquillité en apparence parfaite, quelque chose de sombre était déjà en train de s'enraciner. Jill avait transformé sa maison, littéralement. Avec son sens du détail, son œil d'artiste et son amour du beau, elle avait redonné vie à un lieu qui, à la base, n'avait rien d'exceptionnel. Tous ceux qui entraient chez les Cahill repartaient émerveillés par la décoration. Mais ce qui volait vraiment la vedette, c'était le jardin, un chef-d'œuvre vivant. Une explosion de couleurs, de senteurs, d'harmonie. Le bouche à oreille a fait le reste. Très vite, on a commencé à parler du don de Jill. Les voisins, les amis, même des inconnus. Tout le monde voulait le jardin de Jill. Alors elle a sauté le pas.
Elle a lancé sa propre activité depuis chez elle. Un nom doux, poétique, presque enfantin, Flower Fairies, les fées des fleurs, et contre toute attente, le succès a été fulgurant. Jill est devenue le pilier financier de la maison. C'est elle qui assurait l'essentiel des revenus. Jeff, lui, bricolait à temps partiel dans la maintenance. Mais soyons honnêtes, ses revenus étaient aussi maigres que sa motivation, et le poids de cette charge, le boulot, les enfants, la maison, a fini par peser lourd, très lourd. Jill était épuisée, émotionnellement rincée, physiquement vidée. Et Jeff, il restait là, passif, absent, muet, sauf pour hurler. Leur couple s'est effondré, lentement mais sûrement. Les disputes sont devenues quotidiennes, les cris remplaçaient les silences. Et Jeff s'est montré de plus en plus violent. Pas encore avec les poings, mais les mots, eux, étaient déjà des armes. Alors Jill a commencé à envisager une sortie, une échappatoire, une séparation. C'est à cette époque-là qu'elle a rencontré un autre homme, quelqu'un qui l'a regardée différemment, avec respect, avec tendresse, pas comme une femme fatiguée qu'on tolérait, mais comme une femme vivante, désirable, appréciée. Ce regard-là a suffi. Jill a pris sa décision. Elle allait divorcer. Elle avait son entreprise, son indépendance et le soutien de ses proches. Tout était en place, sauf une peur tenace. Les enfants. Elle redoutait l'impact de la rupture sur Tim et Mary. Mais elle savait que rester dans ce foyer brisé aurait été bien pire. Quand elle a présenté les papiers de divorce à Jeff, il a fait ce que font souvent les hommes qui perdent le contrôle. Il a promis de changer, mais Jill n'était plus dupe. Début 1998, la séparation est devenue officielle. Jill et Jeff ont continué à vivre sous le même toit, faute de mieux, le temps pour elle d'économiser et de préparer un retour à Tonawanda, sa ville natale. Un quotidien tendu, irrespirable, et Jeff toujours plus instable. Il n'a jamais levé la main sur elle, mais ses mots, des lames. En avril 1998, Jill est partie rendre visite à sa famille avec ses 2 enfants. Elle en a profité pour se confier à sa sœur. Elle lui a dit qu'elle se méfiait de Jeff, et en riant, un rire un peu nerveux, elle a lancé cette phrase : « Si un jour Jeff me tue, tu pourras garder toutes mes affaires. » Un trait d'humour qui, rétrospectivement, sonnait comme un avertissement. Un mauvais pressentiment. Et puis, quelques jours plus tard, le 21 avril, le cauchemar s'est réalisé. Cette nuit-là, les enfants étaient déjà couchés. Jill et Jeff, une fois de plus, se sont mis à hurler. Les murs tremblaient. Les enfants, terrifiés, entendaient tout depuis leur chambre. Et là, tout a basculé. En un éclair, Jeff a saisi une batte de baseball en aluminium, celle de son fils, et a frappé Jill. 1 fois, 2 fois, puis encore. Les cris déchirants de Jill n'ont pas suffi à l'arrêter. Les enfants, affolés, sont sortis de leur chambre. Ils ont tout vu. Ils ont vu leur père défigurer leur mère. Et ils n'ont rien pu faire. Parce que ce soir-là, le monstre n'était plus caché. Il était debout, au milieu du salon, et il tenait une batte de baseball ensanglantée. À moitié consciente, baignant dans son propre sang, Jill a trouvé la force de crier à ses enfants de fuir. Elle leur a dit d'appeler la police, de prévenir. Elle leur a dit ce que personne ne devrait jamais avoir à dire à ses enfants. Papa est en train d'essayer de me tuer. Mais Jeff, toujours hors de lui, leur a hurlé de retourner dans leur chambre. Et les enfants ont obéi, paralysés
par la peur. Il a continué à frapper. Encore, encore. Il s'est arrêté seulement quand Jill est tombée, silencieuse, inerte, méconnaissable. Mais au lieu d'appeler les secours, comme l'aurait fait n'importe quel être humain, il a eu une idée brillante. Il a appelé ses parents et un médecin de la famille. Oui, pas une ambulance. Ses parents, comme si quelqu'un venait de casser un vase. Quand les 3 adultes sont arrivés dans la maison et qu'ils ont vu le massacre, le médecin a compris immédiatement. Il a saisi son téléphone et a composé le 911. Quand la police est arrivée, c'était le cauchemar à l'état pur. Du sang, partout, et Jill, toujours en vie, mais à peine. Le côté gauche de sa tempe était enfoncé. Son visage était tuméfié, son bras cassé, son orbite oculaire endommagée. D'après les médecins, elle avait reçu au moins 4 coups violents à la tête. Elle a été transportée en urgence à l'hôpital universitaire et les chirurgiens ont dû intervenir immédiatement pour retirer un caillot sanguin de son cerveau. Une question de minutes. Jeff, de son côté, avait lui aussi quelques blessures superficielles. Rien de grave, mais assez pour qu'il soit brièvement pris en charge dans un autre hôpital. Une fois soigné, direction le poste de police. Pendant l'interrogatoire, Jeff a commencé avec un grand classique. Il a dit que c'était Jill qui avait attaqué, avec un couteau, que c'est elle qui l'avait provoqué. Lui, pauvre victime, n'aurait fait que se défendre. Mais très vite, il a craqué. Il a avoué. Il a dit qu'il l'avait frappée avec la batte, alors qu'elle était désarmée. Et pire encore, il a admis qu'il s'était ensuite coupé lui-même pour fabriquer un alibi de légitime défense. Et comme si ce n'était pas assez grotesque, il a ajouté qu'après l'agression, il avait voulu se suicider. Il avait accroché un morceau de tuyau au pot d'échappement de sa voiture pour s'empoisonner au monoxyde de carbone. Mais, attention, moment divinement ironique, il a changé d'avis en voyant un chapelet dans son véhicule. Jeff a été arrêté et en juin 1998, un grand jury l'a officiellement inculpé pour agression au 1er degré et possession criminelle d'une arme au 4e degré. Il a été libéré sous caution après avoir versé la somme de $100 000 en attendant son procès fixé au 2 novembre 1998. Pendant ce temps, Jill s'est accrochée à la vie. Contre toute attente, elle a commencé à se rétablir, lentement, mais sûrement. Le tribunal de la famille du comté d'Onondaga a confié la garde des enfants, Mary et Tim, aux grands-parents maternels et à leur tante Deborah. Et bien évidemment, une ordonnance de protection a été émise. Interdiction formelle pour Jeff d'approcher ses enfants. Interdiction d'entrer à l'hôpital. Interdiction d'entrer dans la vie de Jill. Mais ce que personne ne savait encore, c'est que Jeff n'en avait pas fini. À l'hôpital universitaire, le personnel médical savait très bien qui était Jeff Cahill. Il n'était plus seulement l'ex-mari violent. Il était désormais un danger potentiel. Alors, on a affiché sa photo partout, au poste de sécurité, dans les stations d'infirmiers, même dans certaines salles de soins. Tout le monde devait le reconnaître à la seconde. On ne prenait aucun risque. Jill, de son côté, a été transférée des soins intensifs à une unité de rééducation pour patients sortis de coma. Puis, lentement, elle a rejoint l'unité de réhabilitation générale. Ses proches venaient la voir souvent, avec des ballons, des fleurs, des lettres, des peluches. Un soutien doux, humain. Elle ne parlait pas encore,
Elle se battait pour recouvrer ses capacités, mais elle tenait bon, elle luttait, et chaque petit progrès, c'était une victoire. Mais cette résilience, cette lumière qui recommençait à briller, Jeff ne la supportait pas. Il ne voulait pas que Jill s'en sorte. Il ne voulait pas qu'elle parle. Il ne voulait pas qu'elle vive. Alors, pendant qu'elle réapprenait à sourire, lui préparait sa mort. Il a passé des mois à échafauder un plan de meurtre en milieu hospitalier, et son arme, le cyanure, un poison aussi discret que mortel. Il s'en est procuré pour $30 auprès d'un laboratoire basé à Berkeley, en Californie. Pour cela, il s'est fait passer pour un employé de la société General Super Plating, une entreprise fictive spécialisée dans la galvanoplastie, un secteur où, justement, le cyanure est utilisé. Il a demandé une livraison express via UPS. Il a même suivi le trajet du colis minute par minute. Il voulait savoir quand la mort arriverait chez lui. Pendant ce temps, il s'est mis à espionner l'hôpital. Il s'y rendait en cachette, observait les horaires, les mouvements du personnel, les tenues des infirmiers, les allées et venues des médecins, un véritable repérage criminel. En octobre 1998, 6 mois après la tentative de meurtre, Jill avait recommencé à parler. Pas de longues phrases, juste des mots simples, des prénoms, des réponses brèves. Mais pour sa famille, c'était immense. Elle revenait à elle. Et cette nouvelle, c'est par la mère de Jeff qu'il l'a apprise. Oui, sa mère. Elle était venue rendre visite à Jill et avait rapporté la bonne nouvelle à son fils. Quelques jours plus tard, Jeff est revenu à l'hôpital, déguisé, perruque, lunettes, vêtements de concierge et bien sûr, fausse carte d'identification. Il est parvenu à s'introduire dans la chambre de Jill, mais cette fois-là, une aide-soignante l'a surpris. Il a gardé son calme. Il a dit quelques mots, puis est ressorti sans se faire arrêter. Mais il n'en avait pas fini, une semaine plus tard. Le 27 octobre, Jeff revient, même déguisement, même objectif, mais cette fois, personne ne l'interrompt. Il entre, s'approche du lit, Jill dort, et là, il lui ouvre de force la bouche, lui fait avaler le cyanure. Elle essaie de résister, de se débattre, mais elle est trop faible. Il vide la petite bouteille, puis il fait volte-face et quitte la pièce. Vers 22h, une infirmière entre. L'air est saturé d'une odeur étrange, piquante, chimique. Elle voit Jill, haletante, en train de suffoquer. Sur sa poitrine, une substance cireuse. Et au toucher, une sensation de brûlure. Ils ont tenté l'impossible, mais il était trop tard. Jill est morte, à 41 ans. L'autopsie a révélé ce que tout le monde redoutait, empoisonnement au cyanure de potassium. Les enquêteurs n'ont pas mis longtemps à relier les points. Le seul homme avec un mobile impassif, un acharnement démontré, c'était Jeff. Quelques heures après le décès de Jill, la police s'est rendue à son domicile. Il a prétendu être resté chez lui toute la soirée. Mais la température du moteur de sa voiture a trahi son mensonge. Il a été arrêté sur le champ, soupçonné de meurtre. Le 31 octobre 1998, les proches de Jill se sont réunis à l'église Sainte-Marie-du-Lac pour lui dire adieu. Un dernier hommage. L'inhumation a eu lieu quelques jours plus tard, dans l'intimité, au cimetière Mante-Olivet. Mais pendant que l'on enterrait Jill, la justice, elle, avançait.
Ce même jour, des mandats de perquisition ont été exécutés et sur l'ordinateur personnel de Jeff, les enquêteurs ont trouvé l'irréfutable. Des recherches, des courriels, des lettres, tout tournait autour d'un mot. Cyanure. Il avait même rédigé, depuis son propre PC, des demandes d'achat adressées à des laboratoires, des faux documents signés au nom de General Superplating, envoyés à une entreprise appelée Laboratoires Bryant. La preuve n'était pas seulement dans le sang, elle était dans les lignes de code. L'un des éléments les plus accablants contre Jeff a été un simple appel téléphonique. Le président de l'entreprise qu'il prétendait représenter a nié tout lien avec lui. Un mensonge flagrant. Puis, la police a découvert, près du cabanon de la maison Kahl, une perruque partiellement brûlée et une bouteille de cyanure de potassium, mal dissimulée. Des témoins ont aussi vu Jeff recevoir un colis UPS en juillet. Le 19 novembre 1998, alors qu'il attendait encore son procès pour une précédente agression, il a été inculpé de 2 meurtres au premier degré, vol, violation d'ordonnance de protection et possession illégale d'armes. Selon l'acte d'accusation, il a tué Jill pour l'empêcher de témoigner contre lui et l'a assassinée durant un cambriolage prémédité, des circonstances rendant possible la peine de mort. Le 30 décembre 1998, le procureur a officiellement déclaré vouloir la peine capitale et les accusations ont été fusionnées. Le procès s'est ouvert en août 1999. Patricia, la mère de Jeff, a témoigné contre son fils. Elle a révélé que Jill avait pu parler à l'hôpital le 5 octobre. Elle l'a dit à Jeff et il a compris qu'elle allait témoigner. Il devait l'éliminer. Deborah, la sœur de Jill, a confirmé que Jill voulait se séparer dès Noël 1997, car la relation devenait invivable. Les détectives ont décrit la découverte de la perruque brûlée et du cyanure le jour même des funérailles. L'analyse a confirmé la présence de poison. Enfin, une infirmière a témoigné avoir vu Jeff, une semaine avant le meurtre, déguisé en agent d'entretien avec une perruque. Il avait prétexté vouloir saluer la patiente, mais en réalité, il préparait son crime. Parmi les témoins, il y a eu des policiers, des détectives, des proches, mais aussi des médecins, et ce qu'ils ont révélé a scellé le sort de Jeff. La docteure Mary Jombelich, du centre hospitalier universitaire, a livré un témoignage crucial. Elle a déclaré que les égratignures et hématomes observés sur le menton et les lèvres de Jill n'étaient pas compatibles avec des gestes médicaux de réanimation. Non, ils correspondaient plutôt à des manœuvres visant à lui ouvrir ou fermer la bouche, de force. En clair, quelqu'un avait forcé Jill à avaler quelque chose de mortel. Mary a ensuite précisé que le cyanure retrouvé dans l'estomac de la victime pouvait avoir été administré de 2 façons, soit par la bouche, soit par la sonde gastrique que Jill avait à l'hôpital. Mais là encore, une autre vérité est venue balayer le doute. Un autre témoin a affirmé qu'il n'y avait aucune trace de cyanure dans la sonde, ni dans le contenu de la poche d'alimentation. Conclusion, le poison n'est pas passé par la sonde, il est passé par la bouche. Quelqu'un le lui a fait boire. Puis est venu le docteur Timothy Rohrig, directeur du laboratoire médico-légal du comté. Il a confirmé que l'éprouvette retrouvée dans les draps de lit de Jill
contenait bel et bien du cyanure de potassium, et que l'un des 2 prélèvements faits sur son cou et sa poitrine avait lui aussi réagi positivement au cyanure. Il a également précisé un point troublant. La quantité de cyanure retrouvée dans l'estomac de Jill n'était pas forcément létale. Mais le corps en avait absorbé bien plus. Car on a aussi retrouvé du poison dans son sang. Le cyanure, ont-ils rappelé, est un tueur rapide. Il bloque l'oxygène, il asphyxie les cellules. Le corps meurt de l'intérieur. En silence. Une autre infirmière, Julie Labayevski, a raconté ce qu'elle avait vu ce soir-là. Elle a déclaré que Jill avait cessé de respirer seulement 2 ou 3 minutes, après avoir été retrouvée en train de haleter, vers 22h15, le 27 octobre. Et elle n'était pas la seule à avoir vu ce qu'il ne fallait pas voir. 5 employés de l'hôpital universitaire sont venus identifier Jeff à la barre. Tous ont dit la même chose. Ils l'avaient vu ce soir-là, vêtu d'une perruque, poussant une serpillière ou un balai, rôdant près de la chambre de Jill, juste avant qu'on ne la découvre à l'agonie. 5 témoins, une même description, le même homme. Et après 45 témoignages et près de 120 pièces à conviction, le ministère public a rendu sa conclusion devant le jury. Jeff a assassiné Jill pour l'empêcher de parler, pour qu'elle ne puisse jamais témoigner dans ce procès qu'il savait déjà perdu d'avance. Il n'a pas seulement tué la mère de ses enfants, il a tué la seule personne qui pouvait encore lui faire face. En août 1999, il a été reconnu coupable de double meurtre au premier degré et condamné à mort. Mais en 2003, la Cour d'appel a annulé la peine, soulignant des erreurs dans la sélection du jury et l'absence de preuves suffisantes sur les circonstances aggravantes. Rejugé en 2004, Jeff a été condamné pour meurtre au second degré, prison à vie avec 37 ans et demi incompressibles. Sa demande de libération conditionnelle a été refusée en 2007. Pendant ce temps, Deborah, la sœur de Jill, a élevé les 2 enfants du couple, Mary et Tim. Tim a coupé tout lien avec son père, tandis que Mary a gardé un contact distant. À l'âge adulte, tous 2 ont renoué avec certains membres de la famille paternelle, y compris Jeff. En 2023, Tim travaillait dans le secteur médical et Mary dans l'ingénierie. Deborah, de son côté, s'est battue pour la mémoire de sa sœur. Elle a milité pour une réforme judiciaire et a contribué à la création de la Jill's Law, une loi modifiant les critères de liberté sous caution en cas de violence conjugale. En 2012, la loi a été partiellement adoptée. Deborah est devenue bénévole au centre de justice familiale où une salle a été dédiée à Jill. Une plaque commémorative a aussi été installée dans un parc près de la maison d'enfance de Jill. Un rappel douloureux mais nécessaire que l'amour peut sauver, mais que la justice parfois prend trop de temps à venir. Eh bien, chers spectateurs, c'est ici que se termine l'histoire criminelle d'aujourd'hui. Je serais très intéressée de connaître votre avis. Alors je vous invite à le partager dans les commentaires de la vidéo, toujours dans le respect de la victime et de sa famille. N'oublions jamais que nous pouvons débattre, mais avec le respect que chacun mérite. Je vous rappelle de vous abonner à la chaîne et de laisser un like pour me faire savoir que mon travail vous plaît. Bonne nuit et à la prochaine histoire criminelle.